m'appelle Mohamed Jawad, je suis un mathématicien tunisien et français aussi. J'ai été formé d'abord à la faculté des sciences de Tunis où j'ai obtenu une maîtrise de mathématiques. Puis j'ai embrayé sur un DEA, une thèse de 3e cycle et une thèse d'état de mathématiques appliquées, d'analyse numérique, à l'université Pierre et Marie Curie, qui s'appelle maintenant Sorbonne Université. Et à l'issue de la soutenance de ma thèse, j'ai décidé de rentrer en Tunisie. Beaucoup de mes amis m'avaient dissuadé de le faire en me posant la question « Mais que vas-tu faire comme maths appli dans un pays qui n'a même pas d'industrie ?» Et ils avaient raison. Seulement, j'avais le rôle de la fonction de mathématicien, une mission presque, à mon sens, une vision un peu différente. Elle était étroitement liée à mon engagement aussi dans le développement aussi bien de la science que de la démocratie en Tunisie. Et donc, je voulais faire de mon rôle de mathématicien quelque chose qui œuvre dans ce sens-là. Alors, le rôle de mathématicien dans un pays en développement est très différent de ce qu'il est dans les pays plus développés. En fait, le temps qui est dévolu à la recherche, il doit être volé à la formation, qui est très chronophage, très exigeante. On a un très grand nombre de jeunes à former et très peu de formateurs disponibles. Il est aussi volé à la tâche d'édification. Il faut créer des structures où les maths peuvent se développer, des structures de formation et bien entendu de structures de recherche. Et donc une grande partie de mes efforts a été dévolue à cette tâche-là. D'abord pour développer l'enseignement de mathématiques. Je l'ai fait à l'intérieur de l'ENIT. J'ai aussi développé une activité de recherche dans cet établissement avec plusieurs brouillons de laboratoire avant d'aboutir à la version, je dirais, achevée, celle du LAMSIN, qui est devenu le principal laboratoire de recherche en mathématiques appliquées, en mathématiques tout court d'ailleurs, en Tunisie. Pour développer la recherche en mathématiques appliquées, ex nihilo, je dirais, il n'y avait pas de maths appli, il y avait une bonne école de mathématiques, mais pas encore de maths appliquées. J'ai organisé une école d'été du SYMPA avec le SYMPA à Monastir en Tunisie. Et ça a été un acte fondateur parce que la plupart des jeunes qui ont été formés lors de cette école m'ont ensuite accompagné pour le développement des mathématiques appliquées en Tunisie. Ensuite, il m'a fallu pendant un moment m'occuper du développement de structures de formation. J'ai créé les classes préparatoires aux grandes écoles, l'IPEST à la Marsa, et l'école polytechnique de Tunisie. Et alors, pour revenir au LAMSIN, il a aussi hébergé une chaire mathématiques et développement que j'ai créée au début des années 2000. C'est une chaire UNESCO. Alors l'UNESCO labellise des chaires, mais elle ne finance pas leur fonctionnement. Donc le financement du fonctionnement de la chaire, c'était une grosse gymnastique. Et le SYMPA y a contribué, notamment pour faire venir à Tunis, pour les semestres thématiques, des auditeurs venant de différents pays, notamment d'Afrique et du Moyen-Orient. Dans le même temps, j'ai participé au début des années 2000, en 2003, à partir de 2003, à l'émergence d'une école d'ingénieurs privés, qui est devenue aujourd'hui la première de Tunisie, pour répondre à des problématiques que les écoles publiques avaient du mal à traiter, et notamment de l'articulation des formations aux besoins de l'industrie, d'une industrie naissante et en développement. Et ça nécessitait de revoir la pédagogie de formation, d'articuler les formations à des choses plus pratiques. Et nous l'avons fait au sein de cette université. Ensuite, j'ai aussi développé une école de business fonctionnant sur le même schéma. J'ai aussi été appelé à prendre des responsabilités au sein de la communauté mathématique internationale, notamment au SYMPA. Donc, j'ai assuré la vice-présidence, puis la présidence entre 1996 et 2004. Aujourd'hui, je suis retraité, mais je reste un petit peu actif tout de même. J'ai terminé ma carrière en tant que professeur à l'Université de Nice en 2015.
J'avais été détaché de l'Université de Nice entre 2010 et 2015 à l'Université française d'Égypte, où j'ai assumé aussi des fonctions, je dirais, organisatrices. J'ai été vice-président de cette université pendant 3 ans. La désaffection pour les mathématiques, on peut un peu la comprendre, et elle a une cause. C'est Henri Poincaré qui, au début du siècle dernier, disait que les mathématiques sont l'art de donner le même nom à deux objets différents. En fait, ils font des objets, ils réunissent les objets pour faire des concepts. Et l'enseignement des mathématiques en France, et nous l'avons hérité de la France en Tunisie, est basé sur l'enseignement des concepts. Il se trouve que la population cible n'est pas entièrement, je dirais, réceptive au concept. Et donc, cette façon d'enseigner des mathématiques laisse une grosse partie de la population sur le carreau. On le voit en France maintenant, le classement de la France au classement PISA est vraiment pas bon. En Tunisie, on a résolu le problème en cessant de participer au classement PISA, mais ça ne fait que cacher le mal. Donc la maîtrise des concepts, c'est vraiment quelque chose qui doit être enseigné. On ne doit pas partir du principe que les jeunes maîtrisent les concepts a priori. D'autant plus que maintenant, les mathématiques deviennent une compétence transverse. C'est beaucoup mieux que le terme anglais de soft skill. C'est une compétence transverse puisque aussi bien toutes les compétences du XXIe siècle, qui sont à la base de la science des données, qui sont à la base de l'intelligence artificielle, eh bien, sont à base de mathématiques. Et donc, tous les métiers sont en train d'être imprégnés par les mathématiques, de sorte que, déjà, et sans doute de plus en plus à l'avenir, on ne pourra plus en exercer aucun si on ne maîtrise pas un minimum de mathématiques. Donc, pour remédier à cette inculture mathématique des jeunes, comment faire? Et un pays, il y a très longtemps, s'est trouvé confronté, il y a une 40aine d'années, c'est Singapour, qui a inventé une pédagogie pour enseigner les mathématiques à tout le monde, pour ne pas mettre certains de côté en ne travaillant qu'avec ceux qui sont prédisposés à comprendre les concepts. Et je crois que c'est le sujet. Alors, quelles recommandations on peut faire à cet égard? Je ne vais pas être plus royaliste que le roi et plus médaille Fields que Cédric Villani, qui a été appelé en 2017 par Emmanuel Macron de faire un diagnostic avec Alain Torsian sur ça, sur la façon de dépasser cette contradiction apparente entre, d'une part, une recherche mathématique de très haut niveau en France. En termes de médailles Fields, la France est première rapportée à sa population, première du monde, devant les États-Unis, même si en nombre absolu, les Américains sont légèrement devant. Et en même temps, les jeunes Français, à la sortie du collège, ne maîtrisent pas du tout les mathématiques de base. Alors comment faire pour que ça soit plus le cas? Et Cédric Villani, pour faire court, avait préconisé d'adopter la méthode de Singapour pour enseigner les mathématiques au premier et au second degré, de manière à ce qu'elles soient accessibles à tout le monde. Bon, évidemment, toute nouvelle technologie est porteuse de dangers et d'opportunités. Ça a été le cas, par exemple, du train à vapeur il y a 2 siècles. Ça a été le cas de l'informatique, on peut se souvenir du bug de l'an 2000. Et c'est évidemment le cas de l'intelligence artificielle, où on voit tout ce mouvement de destruction créatrice de Schumpeter, qui détruit un certain nombre de choses, des métiers surtout, mais en fait, plus qu'elle ne les détruit, elle les transforme. Et moi, je crois finalement à la vertu de l'intelligence humaine qui réussira à tirer parti de l'intelligence artificielle et à ne pas se laisser, en dépit des quelques docteurs Folamour qu'il y a par-ci par-là, de ne pas se laisser détruire par elle. Alors de toute manière, on n'a pas trop le choix, comme pour le train.
l'intelligence artificielle est là, et soit on embarque dans le train, soit on le laisse partir. Et je crois que personne n'a le choix de le laisser partir, ne peut faire le choix de le laisser partir. Pour le métier d'enseignant, l'intelligence artificielle est aussi un enjeu, est aussi un péril. C'est clair que les enseignants, mais c'est leur métier, doivent remettre à jour leurs connaissances, leurs compétences à la lumière de ce que l'intelligence artificielle apporte à leur discipline. Avec l'intelligence artificielle, on développe des outils qui permettent à chacun d'apprendre à son rythme, selon ses compétences, et finalement à acquérir ces compétences essentielles du XXIe siècle, que sont les mathématiques. Donc, je vois plutôt ce côté-là comme étant dominant. Les mathématiques doivent tirer parti de l'intelligence artificielle, comme l'intelligence artificielle tire parti des mathématiques. Bon, j'ai parlé de l'école de Monastir, qui a été pour moi un acte fondateur lorsque je suis revenu en Tunisie pour pouvoir développer les mathématiques appliquées alors inexistantes dans ce pays-là. Alors, outre cela, ça m'avait permis de nouer des relations très privilégiées avec Pierre Grisevard, qui a été co-directeur scientifique. Il était à l'époque directeur du SYMPA, co-directeur scientifique de l'école. Il était membre de mon jury de thèse d'État. Et donc, j'ai noué une relation très forte avec Pierre Grisevard à ce moment-là. Alors, je veux parler d'une autre école qui aurait dû être la première école du SYMPA en Afrique. Elle devait se tenir à Ife, au Nigeria. Et comme j'organisais, c'était en 85, et comme j'organisais l'école de Monastir en 86, je suis parti à Ile-Ife un peu pour me faire les dents en matière d'organisation d'une école du SYMPA. Et ça n'a pas marché, parce que le soir même de mon arrivée, il y a eu un coup d'État au Nigeria. Et bien entendu, les aéroports et les vols ont été annulés, les aéroports fermés. Donc, bien entendu, l'école n'a pas eu lieu. Alors, plus tard, quand j'ai été élu à la vice-présidence du SYMPA, c'était une grosse aventure. C'était en 1996. J'y ai passé 8 ans. D'abord, 4 ans à la vice-présidence et 4 ans à la présidence. Et au moment où j'ai été élu, le SYMPA était très menacé. Ses soutiens financiers menaçaient de couper les vivres. Il organisait à l'époque 2, 3, 4 écoles au maximum par an. Et il y a eu une entreprise de remise à flot, de changement de paradigme, d'internationalisation du SYMPA. Auparavant, c'était un centre international par ses activités, par sa cible, mais c'était un centre essentiellement français. Il est devenu beaucoup plus international, il a diversifié ses sources de financement. Aujourd'hui, cette année, par exemple en 2025, j'ai compté plus d'une vingtaine d'écoles. Donc, je suis assez fier d'avoir pu contribuer à cette entreprise de sauvetage du SYMPA qui joue un rôle et qui continue à jouer un rôle pour le développement des mathématiques dans des pays qui n'ont pas tellement la capacité de financer la recherche mathématique en particulier. Mais ce que je retiens surtout, c'est la rencontre avec de très belles personnes qui sont dévouées au développement des mathématiques dans des pays qui ne sont pas, comme je l'ai dit, les plus à même de financer ce développement, et elles le font au détriment de leur recherche, de leur carrière. Et parmi ces personnes, je citerai notamment Jean-Pierre Bourguignon et Pierre-Louis Lyons, qui étaient tour à tour président du conseil scientifique, Jean-Pierre Kahn, qui l'a accompagné tout le temps et surtout à chaque fois qu'il avait besoin de son soutien. Il était à l'Académie, du soutien de l'Académie des sciences. Et tant d'autres, au premier rang desquels mes 2 compagnons de route et amis, Claude Daubry et Bernard Philippe, avec lesquels on avait une convergence de vues, on a fait beaucoup de choses en commun. Ça, c'était les plus proches, mais j'ai appris, moi, au SYMPA, et dans toute activité associative, je crois qu'on apprend ça. On apprend que le travail associatif n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a presque autant d'avis que des individus qui contribuent à ce travail-là, et qu'il faut apprendre à composer avec chacun d'entre eux, sans jamais douter de la volonté de bien faire et de la bonne foi de tous. Voilà, et je crois que c'est une belle leçon de vie
que j'ai acquise au Sympa, pas seulement, mais au Sympa, c'est quelque chose qui était d'autant plus fort. Voilà.